BFM Business, Grégoire, on prend maintenant la direction des États-Unis. Et oui, quelle est l'ambiance à Wall Street pour redémarrer cette semaine? On est en duplex avec Grégory Volokin depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Président de Mescard Financial Services. Bon, il y a eu un peu de contagion malgré tout sur les actions américaines qui ont quand même beaucoup mieux résisté, qui résistent beaucoup mieux que les actions européennes. Quelle est l'ambiance là pour redémarrer cette semaine chez vous à New York, Grégory? Je dirais pas que l'ambiance soit excellente. On voit du rouge un peu partout sur les écrans, mais comme vous le disiez, la baisse est atténuée ici aux États-Unis. Quand vous baissiez de 8% vendredi, on baissait de 3,5%. Là, vous baissez dans les 2% et on voit des indices sur futurs en baisse à peu près de 1% avant l'ouverture. Et surtout, comme chez vous, les valeurs bancaires qui sont de nouveau très attaquées. Bon, c'est intéressant. On avait beaucoup parlé de George Soros qui s'était exprimé, donc grand investisseur multimilliardaire qui avait déjà fait sauter la Banque d'Angleterre en 1992. Il s'y connaît en matière de spéculation autour du sterling. Il avait pris la parole dans une tribune qui avait été publiée avant le vote britannique. On apprend aujourd'hui qu'il n'avait pas parié dans ses fonds avec son argent sur le Brexit. En fait, c'est assez intéressant parce que, en effet, Soros avait dit attention, le Brexit, c'est extrêmement dangereux pour la livre sterling, extrêmement dangereux pour l'économie européenne. Donc, chaque investisseur au monde s'était dit bon, s'il parle comme ça, il doit être positionné pour profiter de la baisse de la livre sterling s'il y avait le Brexit. Ah ben non, Soros a peut-être cru dans la magie de sa parole. Il a cru que son avertissement suffirait. Il était resté long livre sterling. Donc, évidemment qu'il a perdu de ce côté-là, mais il ne faut pas oublier aussi que Soros, depuis des mois, ne parle qu'une chose, c'est d'investir dans l'or. Évidemment, l'or a été un des rares métaux ou un des rares secteurs qui a très très profité du Brexit. Et je pense que net, Soros s'en sort plutôt bien et sûrement beaucoup mieux que beaucoup d'autres investisseurs depuis 2-3 jours. L'once d'or, évidemment, qui s'est envolé depuis le résultat de ce référendum britannique. On est autour de 1327 $ l'once cet après-midi. On vous retrouvera un peu plus tard, Grégory, dans cette émission après l'ouverture de Wall Street. On reste sur la thématique du risque politique qui vraiment est le sujet. Votre rendez-vous avec yakaroulé.com. Pièces et accessoires automoto avec livraison à domicile ou en garage partenaire. BFM Business. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Oui, rapidement, petit détour par New York. Grégory Volokin, on vous retrouve en duplex, le président de Mescard Financial Services. Rebonjour Grégory, il y a évidemment tout ce qui tourne autour du Brexit qui focalise énormément l'attention des investisseurs et notamment en Europe. Puis il y a toujours ces questions sur l'économie américaine. Elles sont là et elles vont rester là, ces questions sur la santé de l'économie américaine. On a eu un indicateur, là, une enquête, l'enquête auprès des directeurs d'achat concernant le secteur des services pour le mois de juin. Que nous dit cette enquête, Grégory? Écoutez, c'est une enquête qui arrive avec des résultats en ligne, à peu près en ligne. On attendait 51,5, on a 51,3. C'est toujours de l'expansion dans le secteur des services, mais il faut dire que c'est un chiffre qui est pour le deuxième trimestre et que maintenant, je dirais que pour tous les investisseurs, ce début de l'année, premier trimestre, deuxième trimestre, n'a plus aucune importance. Et vraiment, ce qui va vraiment compter maintenant, c'est de voir comment on va commencer cette deuxième moitié de l'année. Et surtout, vous savez, il y a la saison des résultats qui commence aux États-Unis dans 2 semaines. On va même pas regarder, je dirais, les résultats ou très peu, mais surtout, est-ce qu'il va y avoir des guidances? Quelles seront les guidances? Est-ce que chaque chef d'entreprise va mettre le doigt sur les événements récents en disant qu'avec la hausse du dollar, avec l'incertitude politique en Europe, plus des risques de récession, il ne peut pas donner une guidance, ou bien est-ce qu'ils vont donner des guidances négatives? Je dirais, ça va être une saison des résultats où il faudra serrer ses ceintures. Ça va être assez ça, attacher la ceinture, respirer un bon coup, attacher la ceinture. Non mais il y avait déjà une visibilité qui n'était pas extraordinaire ces derniers mois. On peut imaginer que c'est encore pire aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le prendre, Grégory. Moi, quand il se passe des choses comme il s'est passé ici, je me rappelle toujours la phrase de Warren Buffett qui dit c'est quand la marée se retire qu'on voit qu'il nageait tout nu. Et je vous dirais qu'en fait la marée s'est retirée ces 2 derniers jours, les marchés sont en baisse, mais quand vous regardez des actions comme Barclays en baisse de 30%, ou vous regardez aujourd'hui des Peugeot, des Renault, vous regardez le secteur bancaire en baisse de 20%, oui, on constate ces chiffres, mais on ne voit pas encore les dégâts collatéraux. Et je pense que les marchés commencent à avoir peur de ça, de se réveiller demain matin, après-demain, avec un hedge fund qui annonce 3 milliards, 5 milliards de pertes, avec
avec, je dirais, des accidents qui ne sont pas encore arrivés, mais qui pourraient arriver avec ce genre de mouvement très fort sur les marchés. Bon, on parle beaucoup de l'immobilier à Londres, de l'immobilier en Europe. Je ne sais pas si les auditeurs, téléspectateurs se souviennent, mais il y a quelques mois, vous nous racontiez comment le groupe chinois d'assurance Anbang, les Chinois qui rachètent tout en ce moment, et notamment dans l'hôtellerie, là c'était Anbang qui rachetait le célèbre Waldorf Astoria de New York. On sait à présent ce qu'ils veulent en faire. Hein. Oui, ils vont pas le démolir, ça c'est clair. Par contre, c'est un des plus grands hôtels au monde, avec plus qu'1 millier de chambres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer 80% de ces chambres en résidences. Ça s'appelle ici à New York des condominiums. Plusieurs questions se posent. D'abord, aussi bien ici à New York que à Londres ou dans beaucoup d'autres endroits, on pense que l'immobilier de top niveau commence à plafonner. Il ne faut pas oublier qu'il avait été alimenté par l'argent russe, l'argent chinois, etc., qui commence vraiment à se tarir. Donc peut-être que, je dirais, c'est un signe un peu contradictoire ou bearish de savoir que tout d'un coup il va y avoir 800 appartements peut-être de plus sur le marché à New York. Il faut se souvenir d'ailleurs que c'était l'hôtel où résidait toujours le président des États-Unis chaque fois qu'il venait à New York, ce qui arrive très souvent, mais que depuis que les Chinois l'avaient acheté, les services secrets avaient dit à Obama non, vous pouvez plus venir de là. Ils avaient peur, je pense, des micros. Donc maintenant il est au Palace, qui est la rue d'à côté. Merci beaucoup Grégory Volokin, en direct et en duplex depuis New York avec nous chaque après-midi, le président de Mescard Financial Services. On marque une pause, on se reconnecte au marché puis le journal de l'économie à suivre dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h.